Merci, Monsieur le Président. Cher Pierre, je voudrais, pour redémarrer cette dernière demi-journée de colloque, m'associer aux remerciements qui ont été adressés aux organisateurs, de me faire l'honneur de m'inviter pour traiter la question des liens entre Edmond David et Léon Aucoq. Je pense que mon sujet de thèse les a probablement aidés à choisir mon intitulé, donc je suis ravi d'être présent ici et de pouvoir traiter cette question, Léon Aucoq, qui a déjà été cité à plusieurs reprises depuis le début de ce colloque. Alors pourquoi évoquer spécifiquement la question des liens entre Edmond David et Léon Aucoq? Je crois qu'il y a deux raisons principales, deux raisons complémentaires en tout cas. La première, c'est que Léon Aucoq est, dans le Conseil d'État de la fin du Second Empire et du début des premières années de la Troisième République, une figure majeure qui s'est illustrée à la fois pour son action, donc au Conseil d'État, et pour son œuvre théorique sur le droit administratif, qui a marqué de son empreinte le droit administratif de la seconde moitié du XIXe siècle. Et puis la deuxième raison, c'est que Léon Aucoq était peut-être l'un des juristes qui connaissait le mieux Edmond David, ou en tout cas qui était le plus proche de lui au Conseil d'État, pour avoir fait presque toute sa carrière à ses côtés, des premières années du Second Empire jusqu'à l'épuration républicaine de 1879. Ils ont donc développé des liens personnels qui sont de nature à éclairer la filiation intellectuelle entre ces deux grandes figures. Alors je dis qu'ils ont fait presque toute leur carrière ensemble au Conseil d'État parce qu'ils n'y sont pas rentrés tout à fait au même moment. Aucoq intègre le Conseil d'État en 1852, sans passer par la case concours. Le concours de l'auditorat avait été suspendu. Tandis que David rejoint le Conseil d'État 3 ans plus tard, en 1855, lui, en réussissant le concours de l'auditorat. C'est donc à partir de cette date, 1855, que les deux hommes se côtoient au sein du Conseil d'État, même si il faut en réalité attendre le retour de l'inspection de David de la préfecture de la Seine en 1866 pour trouver des traces plus concrètes d'une collaboration entre les deux hommes. À partir de 1866, David et Aucoq sont tous deux membres de la section du contentieux. David officie en tant que rapporteur, tandis qu'Aucoq s'illustre comme commissaire du gouvernement. C'est une période d'apprentissage pour David qui apprend donc au contact de ces grandes figures, au contact de Boulatinier, son nom a déjà été cité, au contact des commissaires du gouvernement de son époque. On a cité Faré, l'hôpital également, et donc Aucoq, qui s'illustre au cours de cette période en produisant plusieurs conclusions remarquables dans cette période dite de libéralisation de l'Empire qui se traduit notamment par le développement du recours pour excès de pouvoir que l'on attribue à la jeune génération du Conseil d'État. Au Recueil-le-Bon, on trouve ainsi les noms de David et Aucoq associés sur plusieurs dizaines d'affaires, dont certaines des conclusions les plus remarquables de Léon Aucoq. Certaines ont déjà été citées depuis le début de ce colloque. On l'a dit, David était le rapporteur de l'affaire Duc d'Aumale de 1867. Il était également le rapporteur de l'affaire Joussaume, qui avait une importance particulière, notamment sur la question de la police des cimetières en 1868. Et il était également le rapporteur d'une affaire qui a eu une résonance politique assez particulière à son époque, l'affaire Aberrois, qui avait conduit le Conseil d'État à se prononcer sur la légalité d'un décret de l'empereur rendant exécutoire une ordonnance archiépiscopale de déposition contre un curé. Mais la collaboration entre David et Aucoq au cours de cette période ne se limite pas à l'enceinte du Conseil d'État, puisqu'elle se prolonge à l'école des Ponts et Chaussées, au sein de laquelle Aucoq assure depuis 1865 le cours de droit administratif, cours destiné précisément à préparer les futurs ingénieurs des ponts et chaussées à l'œuvre de l'administration. En 1868, Aucoq constate qu'il ne peut plus, dans le volume horaire qui lui est imparti, il ne peut plus traiter l'ensemble des questions de droit administratif qu'il voudrait traiter. Il réclame alors, auprès du conseil d'administration de l'école, et il obtient, un doublement du volume du cours, mais si le volume du cours est doublé, lui, Aucoq, souhaite être déchargé de cette partie qui vient d'être ajoutée. Il réclame donc auprès du conseil de l'école la création d'un enseignement adjoint de droit administratif, d'un enseignement adjoint chargé donc de la première partie du cours de droit administratif, le conseil de l'école précisant qu'il est bien entendu que le professeur actuel, Aucoq, voudrait bien prêter au nouvel enseignant sa large coopération afin d'assurer à l'enseignement des 2 années une unité de direction et une communauté de vue également
indispensable. Or, pour assurer justement cette unité de direction, pour assurer la première partie de cet enseignement sans en dénaturer l'esprit, Aucoq propose d'emblée le nom de son estimé collègue Edmond David, qui bénéficiait alors comme lui d'une expérience à la fois dans la juridiction administrative au Conseil d'État, mais également dans l'administration active au regard de son passage à la préfecture de la Seine entre 1863 et 1865. Qu'ainsi, selon les mots utilisés par Aucoq pour défendre la candidature de David auprès du conseil d'administration, l'école serait certaine de voir la science jointe à la pratique. Durant 2 années complètes, de 1869 à 1871, c'est donc Edmond David qui assure la première partie du cours de droit administratif sous la direction de Léon Aucoq à l'école des Ponts et Chaussées. Alors, je n'ai pas retrouvé dans les archives de l'école de contenu détaillé du cours qui était donné par David, mais les archives contiennent malgré tout des descriptifs qui nous apprennent que ce cours était composé de 20 leçons et embrassait, je cite, les prolégomènes du droit administratif proprement dit, l'exploitation de l'organisation administrative et les notions sommaires du droit civil, soit en réalité exactement le plan déjà suivi par Aucoq et retranscrit dans ses conférences qui ont contribué à la renommée de son enseignement. Il est donc possible de suggérer, en tout cas rien ne le dit, rien ne le prouve totalement, mais que David soit servi des conférences de Léon Aucoq pour préparer et pour assurer cet enseignement donc sous la coordination de Léon Aucoq. Alors ce que les archives nous apprennent en revanche, c'est que Léon Aucoq, qui faisait face à partir du début des années 1870 à des problèmes de santé, avait proposé à Edmond David de le remplacer et d'assurer lui-même la totalité du cours à partir de l'année 1872. Mais David, qui venait alors d'être nommé commissaire du gouvernement, a dû décliner la proposition au motif, je cite, qu'il lui serait difficile dans tous les cas de cumuler cette mission laborieuse avec les fonctions très chargées auxquelles il a été appelé récemment. Le choix s'arrêtera finalement sur un autre membre du Conseil d'État, en la personne de Gaston Griolet, qui assurera le cours jusqu'en 1876. Bien qu'elle ne se prolonge pas donc à l'école des Ponts et Chaussées, la collaboration entre Aucoq et David survit à la suspension du Conseil d'État, ça a déjà été dit, suspension qui suit la chute du Second Empire. En dépit de leur proximité avec le régime qui venait de disparaître, les deux hommes font partie des rares membres du Conseil d'État impérial à être maintenus et à être nommés dans la commission provisoire chargée de remplacer le Conseil d'État dans l'attente de sa réorganisation. Ils sont nommés respectivement en tant que conseiller d'État et maître des requêtes. La compétence d'Aucoq et David n'est probablement pas non plus étrangère à leur confirmation dans le Conseil d'État réorganisé par la loi du 24 mai 1872. Aucoq fait partie des conseillers d'État élus par l'Assemblée nationale et devient président de la section des travaux publics, tandis que David fait partie des maîtres requêtes nommés par le pouvoir exécutif. Il intègre la section du contentieux. Aucoq et David, enfin, se retrouvent au tribunal des conflits. Aucoq y est élu par ses pairs comme membre du Conseil d'État, alors que David y est délégué pour remplir les fonctions de commissaire du gouvernement. Aucoq et David partagent ainsi une même dynamique de carrière, même s'ils n'occupent pas les fonctions au même moment, une même dynamique de carrière qui s'interrompt pour tous les deux, brutalement, en 1879, cela a été dit hier notamment par Marc Bouvet, lors de l'épuration qui frappe le Conseil d'État. La raison de leur départ n'est cependant pas tout à fait identique, car David est identifié par les Républicains comme un adversaire à abattre, notamment au regard de son attitude à l'occasion de l'affaire de l'archevêque d'Aix. Il est donc directement ciblé par l'épuration. Or, ce n'est pas le cas d'Aucoq, qui n'apparaît pas personnellement compromis par la lutte politique au cours de cette période. Aucoq n'est donc pas personnellement visé par l'épuration de 1879, mais il démissionne, officiellement par solidarité envers ses collègues démis, officieusement pour ne pas avoir assumé un désaccord politique avec les Républicains, car Aucoq était, comme David, un catholique convaincu, plutôt conservateur sur le plan politique. Je sais que la question des idées de David a été débattue hier, mais je pense qu'il était plutôt conservateur sur le plan politique et plutôt du côté de l'aile droite de l'orléanisme, peut-être à rebours de ce que disait Marc Bouvet également.
De la lecture croisée de ces deux portraits se dégage donc le sentiment que la relation entre les deux hommes n'est pas univoque, qu'elle ne relève pas d'un simple rapport descendant entre le maître que serait Aucoq et l'élève que serait David. Certes, Edmond David semble globalement s'inscrire dans les pas de Léon Aucoq, de 6 ans son aîné, qui bénéficie à la fois d'une plus grande ancienneté et d'une plus forte autorité acquise dans et hors les murs du Conseil d'État. Mais David s'est aussi trouvé en position d'influencer, ou en tout cas d'inspirer, Léon Aucoq à plusieurs reprises, que ce soit comme rapporteur lorsqu'Aucoq était commissaire du gouvernement, ou comme commissaire du gouvernement lorsqu'Aucoq n'était plus que membre du tribunal des conflits. D'autant, et ça rejoint ce que j'ai dit précédemment, que Aucoq et David n'étaient pas que de simples partenaires de travail. Il me semble qu'il existait entre eux une véritable affinité intellectuelle, facilitée par une communauté de vues et d'opinions, tant sur le plan politique que juridique. Or, cette entente, elle imprègne l'analyse de leur filiation et le sens qui est, je crois, celui de leur filiation. Car si l'œuvre d'Aucoq a, je crois, incontestablement influencé, cela a déjà été montré depuis le début de ce colloque, a incontestablement influencé celle d'Edmond David, telle qu'elle ressort en tout cas de ses conclusions publiées, l'œuvre de David a aussi produit, bien que dans une moindre proportion, certains effets, certaines incidences sur la pensée d'Aucoq. Mon propos sera donc organisé en 2 parties, pour voir tout d'abord l'influence de Léon Aucoq sur Edmond David, avant d'aborder la question des incidences de l'œuvre de David sur la pensée de Léon Aucoq. L'influence donc d'abord de Léon Aucoq sur l'œuvre d'Edmond David. Alors Edmond David a publié 2 comptes rendus bibliographiques de la 2e édition des conférences sur l'administration et le droit administratif de Léon Aucoq, compte rendu publié dans la revue critique de législation et de jurisprudence, les tomes 1 et 2 en 1879 et le tome 3 en 1882. Ces comptes rendus sont remarquables au moins à 2 titres. Sur la forme d'abord, ils constituent, sauf erreur, je crois, l'une des seules publications de David, à l'exception de ses conclusions, dans une revue juridique. Ça donne une idée de l'importance qu'il accordait à l'œuvre d'Aucoq. Et sur le fond ensuite, quand on regarde le contenu de ces comptes rendus, il témoigne d'une adhésion presque totale aux idées qui sont exprimées par Aucoq dans ses conférences. Là encore, cela ne surprend pas puisque ces idées retranscrivent pour l'essentiel des conceptions qui dominaient lorsqu'ils étaient tous les 2 membres du Conseil d'État. Les comptes rendus de David révèlent ainsi une filiation avec Aucoq, qui se confirme à la lecture de ses conclusions. Cette filiation se manifeste, je crois, à 2 niveaux, tant en ce qui concerne la méthode d'étude du droit administratif que sur le plan des principes du droit administratif. La fidélité d'abord de David à la méthode suivie par Aucoq se manifeste dès les premières lignes de son premier compte-rendu de 1879. Faisant état des modifications apportées à la première édition par l'auteur dont les doctrines ont exercé encore une si légitime influence au sein du Conseil d'État, David écrit, je cite, « Dans toutes les parties de son ouvrage, le savant auteur, fidèle à sa méthode, ne se contente pas de formuler les principes et les règles avec cette précision qui prévient le doute et défie la critique. Il leur donne encore le mouvement et la vie par des exemples habilement choisis dans les arrêts du Conseil d'État. C'est ainsi, termine David, que, animant la théorie par la pratique, il a su transmettre au livre le souffle communicatif de l'enseignement oral. » Le propos, bien sûr, est volontairement laudatif. L'enjeu pour David n'est clairement pas de discuter les choix méthodologiques d'Aucoq, mais de mettre en lumière ses choix parce qu'il lui semble rompre avec la manière de faire du droit administratif depuis le début du siècle et surtout parce que ces choix correspondent à la manière dont il conçoit lui-même l'étude du droit administratif. David exprime ainsi son attachement à la méthode suivie par Aucoq et fait reposer son originalité sur 2 aspects complémentaires. La complémentarité d'abord entre la théorie et la pratique et l'utilisation de la jurisprudence ensuite pour dégager les principes du droit administratif. Ainsi, d'une part, en présentant les conférences comme une œuvre dans laquelle l'art du professeur se joint à la science de l'érudit et à la haute expérience de l'administrateur,
David reprend finalement les propos utilisés par Lecoq dans la préface de ses propres conférences. La combinaison de la théorie et de la pratique assignerait ainsi à l'ouvrage une physionomie particulière. Alors en réalité, c'est surtout la position à partir de laquelle Lecoq s'exprime qui intéresse David, car Lecoq n'est pas, pour son époque, le premier praticien, ni même le premier membre du Conseil d'État à avoir publié un ouvrage sur le droit administratif. Toutefois, et c'est ce que remarque David particulièrement, il est l'un des premiers membres de la doctrine organique à s'être efforcé de rendre compte du droit de l'administration appréhendé au prisme de la production de son institution. Car c'est dans le prolongement direct de ses fonctions, et notamment de ses fonctions de commissaire du gouvernement, qu'Lecoq a été conduit à produire une réflexion sur le droit administratif, retranscrite dans l'ouvrage présenté par David. Or, David est dans une position finalement assez comparable. S'il n'a pas laissé, à la différence de Lecoq, d'ouvrage d'ensemble sur le droit administratif, il a été conduit à exposer les principes de cette branche du droit pour répondre aux questions rencontrées dans le cadre de ses fonctions pratiques, notamment de commissaire du gouvernement. À l'instar de Lecoq, le droit administratif d'Edmond David se présente comme la projection intellectuelle de son activité au Conseil d'État. Il n'y a donc, de ce point de vue, rien d'étonnant à ce qu'il considère favorablement le point de vue spécial de son devancier. D'autre part, et dans le même ordre d'idées, il n'y a rien d'étonnant à ce que David adhère au rôle assigné par Lecoq à la jurisprudence administrative dans la formation et le développement du droit administratif. Il écrit en ce sens que ce qui fait précisément le caractère propre des conférences de M. Lecoq, ce qui leur assigne une place unique dans l'enseignement du droit administratif, c'est qu'elles montrent la part essentielle qu'ont eu dans le développement de cette branche les jurisprudences du Conseil d'État. Là aussi, Léon Lecoq n'est pas le premier juriste à avoir insisté sur le rôle de la jurisprudence, qui apparaît depuis le début du siècle globalement comme l'un des principaux matériaux, en tout cas de la dynamique que suit la science du droit administratif. En témoignent notamment les écrits de Macquarel, on l'a cité, Chauveau, Sérigny, Dufour aussi. Mais Lecoq se distingue, et c'est ce que perçoit David, Lecoq se distingue des juristes de la première partie du siècle au regard du rôle qu'il assigne à la jurisprudence dans la perspective d'une systématisation de ce droit. L'étude approfondie de la jurisprudence, et je cite Lecoq, m'a paru le meilleur moyen de faire connaître les théories juridiques que le texte des arrêts du Conseil d'État n'a pas toujours suffisamment mis en lumière. Or, comme Lecoq, David a tout intérêt à promouvoir une approche qui permet de faire ressortir les principes de l'action administrative, tout en assurant au Conseil d'État une position privilégiée dans la formation du droit applicable à cette action. L'affiliation entre David et Lecoq se manifeste donc d'abord sur le plan de la méthode. Mais elle se manifeste également sur le plan des principes, cette fois du droit administratif. Dans son compte-rendu, dans ses comptes-rendus, toujours, David fait à plusieurs fois référence aux doctrines de Lecoq, devenues classiques, sur le contentieux administratif, sur l'interprétation des actes administratifs et sur le recours pour excès de pouvoir. Sans surprise, il insiste plus particulièrement sur les développements consacrés par Lecoq à la juridiction administrative, présentée comme la partie maîtresse de l'œuvre, et diffuse son discours favorable à la cause de cette juridiction. David souligne ainsi notamment l'importance qu'ont eu les conférences de Léon Lecoq pour répandre la notion exacte du rôle essentiellement modérateur de la juridiction administrative. À l'image de ces extraits, l'étude des conclusions publiées par Edmond David ne laisse pas entrevoir de rupture par rapport aux théories exposées par Lecoq dans ses propres écrits. Au-delà, bien sûr, d'irréductibles singularités individuelles, ils adhèrent finalement à la même conception du droit administratif. Deux exemples tirés des plus célèbres conclusions de David permettront d'apprécier plus concrètement l'influence de Lecoq sur sa conception du droit administratif. Les deux exemples ont déjà été évoqués ce matin, je serai plus rapide. Le premier a été développé par Pierre Séan et concerne la théorie de l'acte de gouvernement. Je ne reviens pas sur le fait que cette théorie, depuis la légende qui entoure cette théorie, depuis les écrits de Maurice Horiou et de Paul Duez, l'arrêt Prince Napoléon, rendu en 1875 aux conclusions de David, consacrerait l'abandon de la théorie des mobiles politiques, théorie perpétuée sous le Second Empire et illustrée par la décision du duc d'Aumale rendue en 1867 sur les conclusions du commissaire du gouvernement Lecoq. L'arrêt duc d'Aumale
symboliserait ainsi l'avant-prince Napoléon. Pourtant, et cela a été démontré ce matin, si l'arrêt prince Napoléon s'inscrit effectivement dans une dynamique de réduction du champ des actes de gouvernement, la cause de cette réduction est finalement recherchée dans l'essor du recours pour accès au pouvoir sous le Second Empire, davantage que dans l'abandon de la prétendue théorie des mobiles politiques sous la République. L'équivoque, et cela aussi a été évoqué ce matin, tient finalement aux propos qui sont utilisés par Léon Aucoq dans ses conclusions, puisqu'il désigne, Léon Aucoq dans ses conclusions sur l'affaire Duc d'Aumale, il désigne l'acte de gouvernement comme une mesure d'ordre politique. Toutefois, comme Pierre Serran l'a rappelé, dans sa pensée, dans le contexte de l'époque, le mot politique est utilisé comme synonyme de constitutionnel, de gouvernemental. L'acte de gouvernement correspond finalement à des mesures qui se rattachent à l'exercice des pouvoirs publics constitutionnels. Aucoq ne s'attarde donc pas dans ses conclusions sur le mobile, mais bien sur la nature de l'acte. Il affirme sans aucune ambiguïté que les actes de gouvernement échappent au contrôle de la juridiction administrative en raison de la nature spéciale du pouvoir dont il émane et non en raison de considérations extérieures à l'acte, comme le mobile politique invoqué par le gouvernement. Et de ce point de vue, les conclusions David sur l'arrêt prince Napoléon s'inscrivent dans la continuité de la conception défendue et développée par Aucoq dans ses conclusions sur l'arrêt Duc d'Aumale. Rappelons que David était aussi rapporteur de cette affaire. Le second exemple a été évoqué par Maxime Charité ce matin, puisqu'il concerne la question du critère de compétence de la juridiction administrative, à la systématisation duquel Aucoq a œuvré, autour notamment de la distinction entre les actes d'autorité et les actes de gestion. Alors, Léon Aucoq s'est en particulier distingué en systématisant la jurisprudence du Conseil d'État et en rattachant la compétence administrative au principe révolutionnaire de séparation des autorités administratives et judiciaires et aux lois donc qui le consacrent, rétrospectivement interprétées comme des lois de dévolution du contentieux. Sans exclure l'autorité judiciaire de l'ensemble des litiges impliquant l'administration, ces lois offrent, selon Aucoq, à la juridiction administrative, une compétence, je cite, de plein droit pour reconnaître les obligations et les droits qui dérivent soit pour l'administration, soit pour les particuliers, des lois qui ont organisé les services publics ou des actes d'autorité faits par l'administration en exécution de ces lois. Ce n'est pas sans rappeler la formule de l'arrêt Blanco et les conclusions d'Edmond David sur cette affaire, qui repose, et cela a été dit ce matin, sur cette même interprétation du principe de séparation. David, dans ses conclusions, perpétue le mythe des origines révolutionnaires de la juridiction administrative, en affirmant que la juridiction administrative était sortie complète, du moins dans ses lignes essentielles, de l'œuvre de la Constituante, et il en tire les mêmes conséquences qu'Aucoq, mêmes conséquences que Boulatinier, également avant lui, en écrivant qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire est incompétent, je cite, pour statuer sur les réclamations formées par l'État à l'occasion des services publics lorsque l'État agit en tant que puissance publique. Aucoq louera d'ailleurs dans ses écrits ultérieurs les conclusions de David sur l'arrêt Blanco comme renfermant un remarquable exposé de la doctrine en la matière. Il faut dire que cet arrêt et cette doctrine est conforme à la représentation qu'Aucoq se fait alors de la question du critère de compétence de la juridiction administrative. Rappelons qu'Aucoq était membre de la formation de jugement qui a rendu la décision Blanco. L'étude des conclusions de David livre encore plusieurs autres exemples d'influence directe de Léon Aucoq. Je le développerai plutôt dans la contribution écrite, mais sur la question des biens communaux, avec les conclusions de David sur l'arrêt Tamelier de 1872, qui reprend certaines des théories de Léon Aucoq, sur la police des cimetières, où les conclusions d'Aucoq sont là aussi presque entièrement reprises dans les conclusions sur l'affaire Marais de 1878. On retrouve encore des constructions élaborées par Aucoq sur le contentieux administratif. Ces deux exemples, soit la théorie de l'acte de gouvernement ou la question du critère de compétence de la juridiction administrative, enseignent néanmoins, je crois que les développements de ce matin l'ont aussi démontré, que finalement la notoriété historique de David tient peut-être moins au contenu de ses conclusions qu'au contexte dans lequel elles s'inscrivent. En effet, alors que David expose des doctrines qui se situent globalement dans la continuité de celles développées par Aucoq, que ce soit sur la question des actes de gouvernement ou sur celle de la compétence administrative,
L'on retient davantage les arrêts Prince Napoléon et Blanco que les arrêts Duc d'Aumale et De Keyster rendus sous le Second Empire. De ce point de vue, David a peut-être été mieux servi par son époque que Léon Aucoq, qui, en tout cas dans la postérité, souffre de ce récit consistant à reconstituer le droit administratif à partir d'un récit purement républicain. Pour autant, je crois qu'il serait trop réducteur de considérer David comme un simple continuateur d'Aucoq. Car si Aucoq a une influence générale sur l'œuvre d'Edmond David, telle qu'elle ressort de ses conclusions, David, par son œuvre, a aussi, dans une moindre mesure, contribué à alimenter le droit administratif de Léon Aucoq. Les incidences, donc, d'Edmond David sur le droit administratif de Léon Aucoq. Dans son compte-rendu de la 2e édition des conférences, David fait observer que Léon Aucoq a eu le mérite de reproduire ses doctrines classiques, sous-entendu celles présentes dans la première édition, sans négliger toutefois, et je cite David, de montrer les applications nouvelles et souvent fort intéressantes qu'en ont faites dans les dernières années le tribunal des conflits et le Conseil d'État. Cette précision n'est pas anodine. Nous sommes alors en 1879, et David a personnellement contribué à ces applications nouvelles dont il fait état au Conseil d'État et au tribunal des conflits qu'il vient tout juste de quitter. Sa recension bibliographique remplit ainsi de ce point de vue une fonction quasi testamentaire. David rend compte de la 2e édition des conférences, publiée à partir de 1878, car il figure pour la première fois des développements qui portent sa propre marque. Il capitalise ainsi sur l'autorité qui s'attache aux travaux d'Aucoq pour mettre en lumière sa propre contribution à la formation de la jurisprudence administrative. Quoique modeste en comparaison de celle d'Aucoq, cette contribution se reflète dans son œuvre juridique. Le droit administratif de Léon Aucoq, par David, se trouve peaufiné, mais aussi, sur certains aspects, renouvelé. Comme commissaire du gouvernement, David a donc d'abord contribué à peaufiner le travail de systématisation du droit administratif entrepris par Aucoq. Car dans le Conseil d'État, du Second Empire, Aucoq s'est parfois heurté à la difficulté de systématiser une jurisprudence en formation, une jurisprudence mouvante, souvent dominée par des considérations d'opportunité davantage que par des considérations juridiques. Et l'exemple du recours pour excès de pouvoir le montre très bien. Si Léon Aucoq apparaît comme l'un des principaux théoriciens du recours pour excès de pouvoir, il n'approfondit jamais véritablement son régime juridique dans ses écrits, contrairement à ce que fera après lui, notamment Laferrière. Or, comme Laferrière, Edmond David bénéficie non seulement d'un recul de quelques années sur les principes dégagés par Aucoq et sur leur application, mais également d'un contexte politique et institutionnel plus favorable, eu égard notamment à la consécration de la justice retenue par la loi du 24 mai 1872. David se trouve ainsi dans une position privilégiée dans le Conseil d'État des premières années de la République pour préciser les théories de Léon Aucoq et pouvoir bâtir sur les fondations qu'il avait posées. Le meilleur exemple concerne peut-être une question qui est abordée par David, la question de la théorie de l'exception du recours parallèle, théorie dont Léon Aucoq a systématisé les principaux éléments dans ses conclusions sur la décision Boucher de Paris de 1868. Apparu dans la jurisprudence administrative au début des années 1860, en réaction au développement du recours pour excès de pouvoir, l'exception de recours parallèle conduit le Conseil d'État à constater l'irrecevabilité d'un recours formé pour excès de pouvoir en cas d'existence d'un recours formé parallèlement devant le juge administratif ou judiciaire. Sauf qu'Aucoq éprouve des difficultés, en tout cas dans ses premiers écrits, pour identifier et délimiter rigoureusement l'ensemble des hypothèses concernées par l'exception de recours parallèle, eu égard notamment aux contradictions de la jurisprudence sous le Second Empire. La difficulté, je ne rentre pas dans le détail, mais tient notamment au fait que le Conseil d'État continue d'admettre à cette époque certains recours pour excès de pouvoir formés contre des actes qui pourtant peuvent être concurremment contestés devant les juges administratifs et judiciaires lorsqu'il s'agit de faire cesser les abus de pouvoir les plus flagrants. Sauf qu'il est souvent malaisé, encore à cette époque, de discerner où commence l'abus, où commence l'excès, et où finit l'abus. Dans ce cadre, les conclusions prononcées par Edmond David sur la décision La Campagne du 26 juin 1874 apportent
d'utile précision. De façon symptomatique, David reprend à son compte l'essentiel de la théorie de Léon Lecoq sur l'exception de recours parallèle, dont le principe qui veut que c'est surtout lorsque le contentieux normal de la matière appartient à l'autorité judiciaire que le Conseil d'État s'est interdit de connaître des actes dont la légalité peut être discutée devant l'autorité judiciaire. Mais, et c'est son apport, je crois, sur cette question, David contribue surtout à stabiliser la jurisprudence autour de cette idée, en poussant la formation du jugement à abandonner formellement la distinction suivie par le Conseil d'État jusqu'aux dernières années de l'Empire entre excès de pouvoir et abus de pouvoir. Conformément à ces conclusions, le Conseil d'État juge, par la décision La Campagne, que la fin de non-recevoir tirée du recours parallèle s'applique à tous les recours formés contre des actes qui peuvent être constatés parallèlement, quel que soit le grief d'illégalité relevé contre ces actes. La théorie exposée par Lecoq se trouve ainsi peaufinée par David. Des théories donc peaufinées pour certaines, mais aussi pour d'autres renouvelées. Car, en dépit du changement politique qui survient entre les deux premières éditions des conférences de Léon Lecoq, respectivement publiées à partir de 1869 et 1878, les théories qui s'y trouvent exprimées observent une remarquable stabilité. La fidélité au droit positif, et en particulier à la jurisprudence du Conseil d'État, a néanmoins conduit Léon Lecoq à intégrer, entre les deux éditions, les nouveaux développements de la jurisprudence du Conseil d'État. Or, si la jurisprudence des premières années de la Troisième République ne rompt pas sensiblement avec celle du Conseil d'État impérial, elle connaît malgré tout des évolutions remarquables, dont certaines impliquent directement le commissaire du gouvernement Edmond David. Le cas le plus emblématique a aussi été développé ce matin, puisqu'il concerne la responsabilité des fonctionnaires, qui a débouché sur la distinction entre la faute personnelle et la faute de service. À partir de la deuxième édition des conférences, Lecoq reprend à son compte et appuie totalement l'argumentation développée par le commissaire du gouvernement David dans ses conclusions sur l'arrêt Pelletier pour justifier, on l'a vu ce matin, le maintien d'une partie des effets du système dit de la garantie des fonctionnaires, en dépit de son abrégation par le décret législatif du 19 septembre 1870. Il reprend l'idée selon laquelle la fin de non-recevoir posée par l'article 75 avait été supprimée, cette fin de non-recevoir qui interdit aux tribunaux de statuer sur les poursuites dirigées contre les faits des agents du gouvernement. En revanche, ce texte n'a, selon Lecoq, qui reprend là encore David, ce texte n'a pas remis en cause la règle de compétence qui fait interdiction aux tribunaux judiciaires de connaître des actes d'administration et qui dérive du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Alors, il serait peut-être trop réducteur, là aussi, de mettre l'évolution jurisprudentielle de l'arrêt Pelletier au seul crédit d'Edmond David. Car, et on l'a aussi évoqué, si le rôle du commissaire du gouvernement est apparent, il faut bien voir que celui-ci se borne bien souvent à expliciter et à formaliser des idées ambiantes qu'il partage avec d'autres membres de la communauté juridique ou, de manière plus pragmatique encore, avec les collègues de sa section. Or, Lecoq appartenait à la formation de jugement qui a rendu la décision Pelletier. Il peut donc très bien, à son échelle, avoir contribué à mettre au point la doctrine exposée par le commissaire du gouvernement David, qu'il présente d'ailleurs dans ses conférences. Alors, à la différence de l'affaire, il cite David, c'est déjà une marque plus forte peut-être de reconnaissance, mais il présente la doctrine présentée par David comme la doctrine générale du tribunal des conflits. Toutefois, je crois, et à l'inverse, qu'il serait tout aussi réducteur de minorer la contribution personnelle de David, sauf à minorer celle de Lecoq lorsqu'il était lui-même commissaire du gouvernement. D'autant que l'analyse de certaines autres conclusions de David conduit, je crois, à nuancer l'image d'un juriste conformiste, dont le mérite résiderait principalement, ça serait déjà énorme, dans sa capacité à verbaliser des idées partagées par d'autres que lui. Il me semble que David a aussi su, dans le Conseil d'État des premières années de la Troisième République et au tribunal des conflits, imposer des idées qui n'étaient pas partagées par d'autres que lui, pas même par Lecoq. C'est ce que démontre, à mon sens, la question de la responsabilité du fait des dommages de travaux publics et plus précisément la question des dommages causés aux personnes en matière de responsabilité du fait des dommages de travaux publics. Léon Lecoq a joué un rôle essentiel au cours de cette période pour systématiser la jurisprudence sur cette question. David est pourtant à l'origine, je crois, d'une évolution remarquable sans que l'on puisse soupçonner une influence de Léon Lecoq. En effet, des premières années du Second Empire jusqu'aux premières années de la République,
le Conseil d'État opérait une distinction entre les dommages causés aux biens et les dommages causés aux personnes par les travaux publics. Au nom d'une interprétation restrictive de la loi du 28 Pluviose en 8, il limitait la compétence de la juridiction administrative aux seuls dommages causés aux biens par l'exécution des travaux publics. Et l'on retrouve cette interprétation soutenue par tous les commissaires du gouvernement sous le Second Empire, encore par Léon Aucoq en 1863 dans ses conclusions sur l'arrêt Boisseau. David convainc toutefois le Conseil d'État d'abandonner cette interprétation quelques années plus tard seulement, dans ses conclusions sur la décision Lambert du 12 décembre 1873. À rebours de tous les commissaires du gouvernement du Second Empire, et Lecoq notamment, se fondant à la fois sur des considérations juridiques et sur des considérations d'opportunité, il défend en tout cas l'idée que la généralité de la loi du 28 Pluviose en 8 ne doit pas mécaniquement conduire à exclure les dommages aux personnes de la compétence administrative. Il convainc donc le Conseil d'État à reconnaître sa compétence pour connaître des actions formées en matière de responsabilité du fait des dommages causés aux personnes par les travaux publics. Cette interprétation est donc adoptée par le Conseil d'État, elle est adoptée aussi quelques années plus tard par le Tribunal des conflits, dans une décision d'Ame Leclerc, et elle est intégrée par Léon Aucoq dans ses conférences, tout en rappelant longuement les motifs qui avaient conduit le Conseil d'État à retenir l'ancien système, comme pour mieux se défendre et défendre son ancienne position. Aucoq fait sien le nouveau système, convaincu, je cite, par les conclusions remarquables données par le commissaire du gouvernement David sur le sujet. Pour conclure, je finirai par là, Monsieur le Président, si l'œuvre d'Edmond David reste déterminée, je crois, par le jeu de son appartenance au Conseil d'État, qui le place sous l'influence de l'une de ses figures doctrinales les plus importantes de son époque, en la personne de Léon Aucoq, elle recèle aussi, je crois, une dynamique propre qui se reflète notamment à travers l'œuvre de Léon Aucoq. L'étude des liens entre Aucoq et David donne ainsi à voir du droit administratif de la fin du XIXe siècle l'image d'une édification collaborative, finalement, figurant la formation de ce droit comme un vaste tableau sur lequel David a aussi apposé son empreinte. Je vous remercie.